Dans l'épisode précédent, le présentateur agonisait dans une prestation d'acteur digne des Oscars. Quand soudain, le miracle s'accomplit. Bonjour mon enfant, je suis parfaite et je viens pour te dispenser le consolamentum. Le consolamentum? Vous voulez sans doute parler de l'unique sacrement de la religion des bons hommes, utilisé pour faciliter le passage de vie à trépas. Oh! Cette explication me revigore et guérit mes blessures. Est-ce donc cela le légendaire pouvoir revitalisant de la pédagogie? Incroyable! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce second épisode consacré au siège de Montségur. Rappelez-vous où nous en étions restés la dernière fois. 10 000 hommes encerclent la forteresse en mai 1243, commandés par le sénéchal de Carcassonne Hugues des Arcis et par l'archevêque de Narbonne Pierre Amiel. Du côté de Montségur, les chefs militaires sont le seigneur Raymond de Péreille et surtout son cousin Pierre-Roger de Mirepoix, celui qui a dirigé le massacre d'Avignonnet. Il commande une garnison d'une centaine de soldats qui comporte des chevaliers, des arbalétriers et des sergents. Nous avons ainsi 10 000 assaillants contre 100 défenseurs, soit un déséquilibre de force de 1 contre 1000. Voilà qui s'en va aussi. Outre les gens de guerre, la place forte abrite 210 parfaits et parfaites, à la tête desquels se trouve Bertrand Marty, qui a remplacé Guilabert de Castres à la mort de ce dernier en 1240. 150 laïcs se trouvent également à Montségur, ce qui donne un total d'environ 360 civils assiégés. Les combats s'engagent rapidement sur la pente sud-ouest de la montagne, notamment par des tirs d'arc et d'arbalète. Alors, tu vois quelque chose? Non, rien. Ils ont l'air de rester calmes. Bon bah, je vais me faire un sandwich en attendant. Ça y est, je crois qu'on est attaqué. Diantre! Les défenseurs ont cependant pour eux l'avantage du terrain. Perché à 1200 mètres d'altitude sur un énorme bloc calcaire d'1 km de long et de 300 à 500 mètres de large, Montségur s'avère en effet un site idéal pour résister à un assaut. La place se trouve de plus abondamment pourvue en vivres et en munitions, et elle dispose en outre d'une pierrière. Bref, les capacités défensives de Montségur sont telles qu'elles permettent à une poignée d'hommes de tenir tête à une armée entière. Ainsi, il ne se passe pas grand-chose de mai à décembre 1243. Les assaillants se heurtent à des falaises verticales pratiquement impossibles à escalader, tandis que les défenseurs résistent vaillamment en espérant des renforts du comte de Toulouse Raymond VII. Non mais tu racontes n'importe quoi. On a tenté de super assauts en mai. Peut-être, mais c'était parfaitement inutile. Après mon épée, tu vas tâter de ma masse. C'est facile de dire quand on n'y était pas. Évidemment. Toujours est-il qu'Hugues des Arcis, qui se rend compte qu'une attaque frontale est vouée à l'échec, cherche les faiblesses de la forteresse. L'été et l'automne se déroulent sans fait notable. Sans fait notable, tu oublies de préciser que Durand arrive avec ses soldats en novembre. Qui est Durand? Non, parce que j'en connais un et je ne suis pas certain qu'il s'agisse du même. L'évêque d'Albi, bien sûr. Il apporte des trébuchets pour combattre les hérétiques. Un évêque avec des trébuchets? Je vois la scène d'ici. On est mort, l'hérétique! Bonjour, je suis l'évêque d'Albi. Vous en avez assez des sièges qui s'éternisent? De ces pouilleux d'hérétiques qui vous tiennent en échec? Pas de problème, j'ai la solution. Avec mes superbes trébuchets, vous allez pouvoir m'arraver la tête de ces margoulins en un moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. N'est-ce pas formidable? Vous pourrez enfin utiliser votre énergie de manière constructive. En prime, des projectiles avec marqué Amen dessus. Les trébuchets de l'évêque d'Albi, c'est l'amour du prochain dans ta gueule. C'est drôle, pas vrai? Non, pas vraiment. Tu manques d'humour. Tais-toi et viens avec moi. Où va-t-on? Tu verras bien. Ok. Et alors, nous sommes où là? Devant un fond vert moche? Concentre-toi si tu veux rester en bonne santé. Très bien. Nous sommes à l'extrémité est de la crête de Montségur, sur le roc de la Tour, à environ 1 km devant le château. Exactement. Et là-bas, il y a un petit fortin. Oui, c'est pratique la technique du hors-champ quand on n'a pas les moyens. D'accord, je dis plus rien, continue. Je disais donc, là-bas, il y a un petit fortin. C'est le point le plus bas du système de défense de Montségur.
Hugues des Harcy décide de s'en emparer afin de prendre pied sur la montagne avant que l'hiver ne devienne trop rude. Peu avant Noël 1243, nous escaladons le roc de la Tour de nuit pour massacrer la garnison dans son sommeil et pour prendre le fortin. C'était une bonne grosse marade. J'imagine. La prise du roc de la Tour constitue l'événement décisif du siège de Montségur. Elle ouvre en effet une brèche irréparable dans les défenses en permettant aux assaillants de progresser sur la crête vers la forteresse. Une pierrière et un trébuchet de l'évêque d'Albi sont hissés sur le plateau et commencent à bombarder la barbacane qui protège l'accès au château. Cependant, les assiégés n'ont pas encore dit leur dernier mot. En effet, même au plus fort du siège, les communications de Montségur avec l'extérieur ne sont jamais entièrement coupées. Les défenseurs, qui connaissent parfaitement le terrain, achètent ou déjouent chaque nuit la vigilance des sentinelles pour aller chercher du ravitaillement ou demander de l'aide. C'est ainsi qu'ils peuvent faire venir à peu près n'importe quoi. Bon, d'abord il me faudrait une carrière s'il vous plaît. Hein. Bien, vous êtes sûr? Parce que ça en fait du beau monde là-bas qui arrive là. Hein. Vous avez pas tort, bon, une deuxième, mais parce que c'est vous. Hein. Ouais, Vous me faites un prix d'ailleurs. Je vous ferai un prix. Ok. À moitié de prix là. D'ailleurs, en parlant de gens qui sont en bas, il faudrait aussi des arbalètes s'il vous plaît. Hein. L'arbalète, 10, 20, 30. Une bonne trentaine, ils ont l'air assez nombreux. Avec les carreaux qui vont avec, parce Bah, que. Hein, sinon c'est un peu à rien quand même. ouais, faut les percer les gars. Hein. Sinon, alors c'est absolument aucun rapport, il me faudrait du pain pour ma femme. Froment, sarrasin? Plutôt froment, j'ai un peu des goûts de luxe quand même. Ouais, parce que sarrasin ça fait infidèle. Grâce à cela, les bons hommes parviennent à évacuer leur trésor à la Noël 1243. En janvier 1244, Raymond de Pereille fait venir un ingénieur en machine de guerre, Bertrand de la Vacalerie. Ce dernier construit des catapultes, ce qui aboutit à des duels d'artillerie lourde avec les assaillants. Allez, après les arbalètes, ils ont réussi à faire venir un ingénieur en machine de guerre. Ce blocus est vraiment inutile. Moi j'avoue, le siège il s'assoit dessus. Hein. Ah, je me demande bien qui est le traître qu'ils ont réussi à corrompre. C'est bon ce que tu manges au fait? Oui, c'est du pain en froment, t'en veux? Oh non merci, je préfère le sarrasin. À Montségur, la vie continue en dépit du siège, pratiquement comme si de rien n'était. Bertrand Marty prêche toujours, et les parfaits invitent à leur table, seigneurs comme roturiers. Le travail quotidien repose essentiellement sur la communauté religieuse, qui assume la majorité des tâches manuelles. Il y a ainsi un meunier, une boulangère, un atelier de tailleur qui fabrique les pourpoints des soldats, un cordonnier et même un barbier. Hélas pour les défenseurs, la barbacane, bombardée depuis 3 mois, tombe en février 1244. C'est alors le début de la fin pour Montségur. Un assaut est lancé sur le château le même mois, contenu difficilement. Soumise à un pilonnage intensif, la forteresse capitule finalement le 2 mars 1244. Ah, ça y est, ils se rendent enfin! Ah, c'est pas trop tôt, j'en ai marre d'être payé au lance-pierre. En même temps, vu ce qu'on leur a mis, il reste plus grand chose! Les pourparlers s'engagent entre Raymond de Pereille et Hugues des Harcy. En échange de sa capitulation, le seigneur de Montségur parvient à négocier la vie sauve pour les laïcs de la forteresse, l'absolution pour les coupables du massacre d'Avignonnet et 15 jours de trêve avant de remettre la place entre les mains des Français. Dis donc, tu veux pas ma femme aussi tant que tu y es? En revanche, Hugues des Harcy ordonne que les hérétiques qui refusent d'abjurer leur foi soient livrés au bûcher. Les parfaits profitent des 15 jours de répit accordés pour mettre leurs affaires en ordre et se préparer à mourir. Enfin, le 16 mars 1244, un grand bûcher est dressé au pied de la montagne. Environ 200 parfaites et parfaits y sont brûlés collectivement, ainsi que 21 croyants, dont Bertrand Marty. L'exécution s'avère brutale et expéditive. Les condamnés sont jetés par des échelles appliquées contre l'enclos. Cet événement marque la conscience collective pour les siècles à venir jusqu'à aujourd'hui. Après cela, Montségur est remis par Hugues des Harcy à Guy II de Lévis, maréchal de Mirepoix, auquel la forteresse revient légalement. En décimant la haute hiérarchie, le bûcher désorganise profondément l'église des bons hommes. La résistance religieuse n'a désormais plus de quartier général ni de chef suprême. C'est triste. En définitive, si les assiégés ont résisté pendant 10 mois, ce n'était pas pour un acte de bravoure ou d'honneur, mais bien parce qu'ils pensaient gagner la partie. Ils espéraient vraiment sauver leur vie, leur liberté, leur domaine, et surtout leur bien commun, la foi. La chute de Montségur sonne le glas des Albigeois, qui se retrouvent contraints d'entrer dans la clandestinité. Les bons hommes résistent toutefois jusqu'au XIVe siècle. En 1321 est brûlé le dernier parfait connu, Guilhem Bélibaste. Il s'agit de la fin de l'hérésie albigeoise.
Voilà, c'est la fin de notre diptyque sur le siège de Montségur. Nous espérons qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le partager et à vous abonner. À bientôt les loulous!